Je vais vous parler un petit peu de la version, de la partie appliquée. Bon, je vais faire une petite introduction, même si tout a été dit hein, quand même. La définition INSERM de sciences ouvertes, bon, voilà, c'est l'objectif est de rendre universellement accessibles les résultats de la recherche scientifique. Et là, dans le cadre de ma présentation, je vais juste parler de comment publier l'article, avec l'article, donc les données et le code d'analyse. L'idée, évidemment, est-ce que tout le monde puisse reproduire nos résultats. Alors, bon, les données pas brutes, hein, comme on vient de le dire. Moi, je voulais axer mon intro sur tout ce qui est fake med, parce qu'on entend beaucoup de parler de fraude et publications falsifiées. Donc là, il y a eu pas mal de lanceurs d'alerte, il y a eu quelques retraits d'articles, vraiment très peu de mesures disciplinaires, mais ça va aller de plus en plus. Il y a eu l'affaire des paper mills il y a quelques années qui, à mon avis, continue avec une industrie, une vraie industrie de fausses publications où on paye 10 000 balles et on a un joli papier complètement faux. C'est pas forcément de la malhonnêteté, hein. Il y a quand même le publish or perish qui est très fort un peu partout et qui nous pousse des fois à publier un peu vite. Et en fait, prendre le temps de bien vérifier et d'avoir un papier qui est on est sûr et certain, bah, c'est pas valorisé partout. Le code, bah, on est des humains, hein. Comme Bruno l'a dit tout à l'heure, il faudrait que deux statisticiens analysent deux fois les datasets. Je suis totalement d'accord parce que bah, une erreur de code, ça va très vite et on se trompe dans une parenthèse, le log il s'applique pas au même endroit et paf, tout est faux. Voilà. Et donc ça, bah, ça prend beaucoup de temps. Dans toutes les autres industries où on code, il y a ce qu'on appelle du code review avec un senior qui relit le code d'un autre senior ou d'un junior. C'est pas toujours fait souvent, voilà. En tout cas, en statistique, c'est pas toujours fait. Mais quand partager les données et le code d'analyse avec un article sur la norme, ce sera beaucoup plus compliqué de falsifier les études, c'est sûr. Et on se rendra compte plus vite d'éventuelles erreurs, d'éventuels biais dans les études. Et bah, surtout, on progressera tous ensemble, donc c'est tout bénef. Petit bonus qui n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de raconter, mais j'avais envie d'en parler, c'est voilà, c'est Veritasium. Si vous connaissez pas, il est vraiment super. Et en fait, il va expliquer dans tous les si on prend toutes les publis qui ont jamais été faites, en fait, tout ce qui est rouge, c'est ce qui est faux pour diverses raisons. Voilà, ça fait un peu mal au cœur d'entendre ça, mais c'est extrêmement chouette. D'ailleurs, allez voir toutes ces autres vidéos, il est génial, mais il parle pas que de ça. Et suivez aussi Elisabeth Big sur Twitter qui fait du fact-checking et qui montre des duplications sur la biologie. C'est très sympa. Enfin, pareil, ça fait mal au cœur, mais ouais. Bref, petite introduction, je me doutais bien que tout allait être dit d'ici là, donc j'ai pas pris beaucoup de temps. Git et GitHub, qu'est-ce que c'est? Alors, GitHub est une plateforme d'hébergement de code pour la gestion de versions et la collaboration. En pratique, GitHub, ça termine par hub, c'est un hub de dépôt Git. On va déjà essayer d'expliquer ce que c'est Git, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout rapidement et de façon compréhensible. Git, c'est un système de contrôle de version, donc VCS en anglais. Imaginons un projet qui contient donc du code, des données, des figures, des rapports, un peu n'importe quoi. De préférence des fichiers qui ne font pas non plus 6 gigas. Git va permettre de faire des photographies du projet à un instant T, qu'on va appeler des commits. Chaque commit est ajouté à une petite base de données interne, petite, évidemment, ça va dépendre, et on va pouvoir synchroniser cette base de données avec un serveur centralisé. Par exemple, GitHub, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être, j'ai déjà synchronisé avec un petit fichier Git sur une Dropbox. On peut faire ce qu'on veut. Mais GitHub, c'est quand même bien pratique. Chaque commit va contenir l'information donc de tous les fichiers changés depuis le dernier commit, ce qu'on appelle le diff, l'auteur et une petite description des changements. Vous inquiétez pas, ça va devenir de plus en plus clair à mesure. Au début, c'est normal, on comprend rien à Git. D'ailleurs, même moi, je comprends pas toujours tout à Git. Hein. C'est normal. Donc, si on imagine, alors, on voit peut-être pas très bien, c'est écrit petit. Ça, c'est mon premier commit. Donc là, je m'appelle Scott dans l'histoire. Donc voilà, mon premier commit, la petite description, c'est initial commit. Et donc, j'ai mis tous mes fichiers dedans. Et donc, ça va faire une photo snapshot A. C'est la photo à l'instant A. Ensuite, je vais faire un autre commit où je vais changer quelques fichiers. Je vais, je sais pas, changer quelques fichiers de code. Je vais le refaire tourner. Ça va créer des images. Donc, il y a quelques fichiers qui ont changé. Et ça, bon là, il se trouve que j'ai résolu le bug numéro 1328. Je refais une photo et je commit. Et là, bon voilà, je rechange d'autres fichiers, je refais, là j'ajoute une feature, je refais une photo. Chaque
commit aura l'information de ce qui a changé par rapport au commit d'avant. Voilà. Bon, en pratique, parce que là c'est flou, hein, je sais, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On va avoir besoin de plusieurs choses pour mettre en place le concept. On a un dossier racine qui contient la totalité du projet. On a une interface d'édition, Notepad++, PyCharm, RStudio, ce que vous voulez. Alors je suis pas sûr et certain pour moi parce que j'ai jamais utilisé RStudio Server ou Jupyter par exemple. Pour moi, on a besoin d'un truc en local, mais j'imagine que les solutions serveurs ont des solutions serveurs. Ça, pour le coup, je peux pas m'avancer là-dessus. Il faut évidemment avoir installé Git. J'ai mis un petit lien. Et il faut une interface graphique pour Git, c'est quand même plus simple, surtout pour les noobs comme moi parce que voilà, les vrais, ils font de la ligne de commande. Alors, je vais juste parler de ce que je connais. Donc, c'est l'interface de mon package Crawlstable pour R. Instant pub, si vous utilisez Crawlstable un jour, je vous encourage à me contacter si vous avez des idées d'amélioration. Ça permet de faire des petits tableaux. Voilà, donc ça, c'est mon interface graphique sur RStudio pour ceux qui connaissent. On voit là donc mon arborescence où il y a tous mes fichiers qui sont dans f/github/crawlstable. Donc ça, c'est mon dossier local. J'ai du code dans R, j'ai des images dans Plot s'il y en a ici, j'ai mes vignettes en Markdown, j'ai plein de fichiers. On va donc utiliser un client Git, une interface graphique. Les puristes utilisent les lignes de commande, mais franchement, je comprends rien, clairement. Moi, j'utilise GitHub Desktop parce que vu que je suis un peu marié avec GitHub, c'est l'interface que je trouve la plus claire. J'en ai essayé un certain nombre. Bon, il y a aussi GitKraken, Trimap, etc. Mais bon, voilà, c'est je trouve la plus simple. Et voilà ce qu'on va faire. Donc, j'en suis au 855e commit de mon projet quand même. Ça date. J'ai fait quelques modifications sur RStudio là dernièrement, et ces modifications concernent 2 points. Il y a le fichier namespace que j'ai changé pour je sais pas quoi, et des tests. On s'en fout. Hein, là, tout ce que je suis en train de dire, je fais un exemple avec mon package sur R. Ça peut être un projet de recherche, ça peut être un pipeline en bioinformatique, ça peut être absolument n'importe quoi. C'est juste des fichiers, textes, des images, ce genre de choses, des docs. On va aller sur GitHub Desktop et on va faire un commit tous ensemble. Donc, voilà l'interface de GitHub Desktop. En premier, dans cette, vous voyez ma souris normalement. En premier, donc là, on voit tous les fichiers qui ont été modifiés depuis le dernier commit. Donc, vous avez vu, il y a 1 million de fichiers dans le projet. Là, il se trouve qu'il y a 6 fichiers qui ont été modifiés. Et je vais pouvoir sélectionner lesquels je veux prendre en photo, globalement. Là, à droite, on voit ce qui a été modifié dans le fichier sélectionné. Donc là, en l'occurrence, dans le namespace. Et puis, je peux sélectionner les lignes que je veux vraiment mettre en commit. Bon, là, j'aurais dû sélectionner cette ligne-là, parce que ça n'a aucun sens, elle est liée à la précédente. Ensuite, je vais décrire le commit. Donc là, je vais changer un peu le fichier namespace. En théorie, je suis censé écrire pourquoi, hein, sinon je ne me souviendrai pas du pourquoi du comment. Et donc là, dans mon commit, il y aura le fichier namespace qui aura 3 lignes de changer et le fichier Crawlstable qui aura toutes ces lignes de changer. Bon, je peux pas vous montrer en temps réel ce que ça donne, pas sur cet ordi en tout cas. Et enfin, donc ça, voilà. Donc, je clique sur commit, ça crée un commit. Donc, ces changements-là, ils sont rentrés dans la base de données de Git de mon projet. Ce qui fait que le fichier Crawlstable disparaît, vu qu'il a pas de modification depuis le dernier commit. Et le fichier namespace reste parce qu'il reste 2 lignes. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir faire un push, c'est-à-dire prendre tous ces commits et l'envoyer sur GitHub, sur le truc distant. Mais je pourrais aussi rester en local, hein, ça peut avoir un intérêt. Parce que ce que ça permet aussi, donc on a dit Git, c'est ce qu'on appelle un système de contrôle de version, donc ça permet de faire un historique. Et donc là, il y a un petit bouton historique, et si je clique dessus, j'ai l'historique de mes 855 commits. Donc là, on voit que j'ai 4 commits en attente qui sont pas synchronisés avec la base sur GitHub. Donc si j'avais été au bout de mon exemple, mais bon, c'était un exemple un peu pourri, donc je l'ai pas fait. Si j'avais été au bout, j'aurais eu un 5e qui s'appellerait Change Namespace a bit, ce qui n'est pas très bon nom. Et donc voilà, là on voit que dans mon dernier commit, j'ai changé 3 fichiers, dont le fichier namespace où j'ai effacé 2 lignes. Quand c'est en rouge, c'est effacé, quand c'est en vert, c'est ajouté. Voilà, donc ça c'est juste un petit cas pratique. Et donc du coup, une fois que j'ai fait mon push, ça apparaît sur le site github.com/crawlstable, où on voit donc mes 855 commits et on voit donc l'arborescence qui est mise à jour en fonction. L'interface de GitHub, elle est assez très complète, mais du coup elle est un peu, comment dire, indigeste, on va dire.
Mais là, si on fait code, si on clique sur code, on va pouvoir faire download zip, et là, n'importe qui peut télécharger l'archive, une archive avec mon projet en entier, et tout l'historique, et plein de choses. Donc voilà, donc ça c'est Git. Conclusion sur Git, on peut gérer des versions. Bon, ça évite d'avoir 6 copies de projet V3 final pour de vrai cette fois, parce qu'on est quand même tous passés par là, avec des duplications de fichiers qui prennent des gigas sur l'ordinateur pour rien. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est utile pour les petits et pour les grands projets. Et grâce à GitHub, on va pouvoir publier nos codes de cette manière et utiliser Git dans des projets collaboratifs. Donc l'aspect collaboratif, c'est super sur GitHub, au-delà de juste utiliser Git. Alors, ce que permet Git, en plus du versionning, c'est donc partager le code, parce que l'avoir en local, même avec l'historique et le contrôle de version, c'est bien beau, mais si on veut le partager dans l'open science, l'idée c'est quand même de le mettre sur Internet. Et c'est surtout donc un espace collaboratif très puissant. Alors, ce qu'on peut appeler collaboration, c'est vrai qu'on a un petit peu discuté tout à l'heure, il y a la collaboration entre programmeurs, si on est plusieurs chercheurs sur le même projet, ou si, alors notamment c'est hyper adapté à l'encadrement, si on a par exemple un Master 2, un thésard, et qu'on veut faire du reviewing sur son code, s'il y a un problème, en fait ça va être très très facile de collaborer avec les systèmes de pull request qu'il y a sur GitHub, mais aussi avec les utilisateurs. Alors moi, dans le cadre d'un package R stable, j'ai des utilisateurs qui me disent là, Dan, ton package ne marche pas, ou là, on pourrait faire mieux pour X ou Y raison. Dans le cadre d'un projet de recherche, les utilisateurs, c'est les lecteurs de l'article qui disent bah oui, mais là, à la ligne 37, tu t'es trompé dans ta parenthèse, le log il est pas au bon endroit, tous tes résultats sont faux. Retire ton article. Ce qui est effrayant quand même. C'est très effrayant. Mais voilà, moi, ça m'est arrivé, par exemple, enfin, ça m'est arrivé. J'ai déjà vu un article en open access, le code et les datas étaient publiés, et dans les datas, il y avait un 31 septembre, par exemple. Donc, la qualité des données était, voilà. J'ai contacté l'auteur qui m'a dit, ah bah, ça me fait plaisir que tu aies été regarder les données au point de voir cette étude, de voir cette erreur. Il a été très sympa. Là. Bon, il a absolument pas retiré l'article et j'ai jamais entendu parler de lui après, donc peut-être que je prenne des nouvelles, j'espère qu'il va bien. Voilà, on verra. Faut savoir que GitHub, c'est pas forcément open source. Donc là, on est dans l'open science. Évidemment, c'est open source, mais on peut regarder un repo private. Dans le repository, c'est le dépôt, c'est l'endroit où le projet est lancé et publié. On peut le garder private. J'ai un certain nombre de choses qui sont private pour l'instant en attente de publication. J'espère que je pourrai les mettre public un jour. Voilà. Là, on est dans un congrès open science, donc l'idée, c'est de tout mettre en public, mais dans un premier temps, avant publication, notamment, par exemple, ça permet quand même de faire des choses. Voilà, donc en termes de collaboration, l'idée c'est que, donc moi je suis chercheur 1, voilà. Il y a donc l'origin, donc ce qu'on appelle le remote origin. Alors il y a tout un vocabulaire dans Git, mais bon, faut s'imaginer que c'est la chose qui est sur le serveur, donc là en l'occurrence sur GitHub, dans mon cas, mais ça pourrait être n'importe où. On va faire un clone, donc depuis GitHub Server, il y a une interface très simple, on dit clone-moi ça, donc en fait ça veut dire télécharge le zip avec tout l'historique, etc., mets-le à cet endroit-là. Si j'ai déjà cloné et que je veux juste mettre à jour la base par rapport à d'autres modifications qui ont été faites par d'autres personnes, je vais faire ce qu'on appelle un pull. Pareil, je clique sur un bouton, ça marche. Si on va le faire en ligne de commande, ça prend à peu près 3 heures pour essayer de comprendre d'où viennent les bugs, parce que chez moi, ça ne marche jamais. Mais avec GitHub Desktop, c'est un clic, vraiment, je vous promets. Ensuite, donc, on va travailler, faire plein de modifs. De temps en temps, on va faire un commit pour dire, bon, voilà, là, ces modifications, ça correspond à telle fonctionnalité, tel ajout, tel truc. On retravaille, on refait. Bon, là, on peut faire un certain nombre de commits. Voilà, donc on évite de faire comme moi, c'est-à-dire de faire plein de modifs, de pas se souvenir pourquoi, et ensuite de faire un gros commit qui dit, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas à quoi correspond tout ce qui est écrit ici, mais cherchez si vous voulez. Et puis à un moment, on push, ce qui remet remote à jour. Et donc ça va être intéressant quand on va travailler à plusieurs, parce que si on fait 250 commits avant de pusher, les chercheurs de l'autre côté, les collaborateurs avec qui on travaille, donc là on est vraiment dans la collaboration avant publication, ne sauront pas où j'en suis. Il y a tout un système de branches dans GitHub et dans Git, mais ça, c'est beaucoup trop compliqué, donc je peux pas en parler parce que je ne comprends rien déjà moi-même, hein, mais je sais que c'est extrêmement intéressant, donc si vous allez loin dans la collab, peut-être qu'à un moment, vous serez amené à voir ça.
il peut y avoir des conflits. C'est-à-dire que si je modifie le fichier crosstab.r, mais que, en fait, juste avant, il y a un de mes collaborateurs qui a modifié crosstab.r et qui a tout changé, bah, en fait, toutes mes modifications à moi, elles n'auront plus vraiment de sens. Et donc, dans GitHub, alors dans GitHub Desktop, c'est la même chose. Je pouvais pas vous montrer GitHub Desktop parce que j'ai pas de conflit avec moi-même. C'est quand même un peu problématique. Mais il y a un système où, en fait, voilà, enfin, la syntaxe, c'est comme ça, avec des petits chevrons qui nous dit, bon, voilà, il y a un conflit par rapport à la base, il faut modifier ça ici. C'est assez clair, enfin, c'est très facile après de modifier les conflits. C'est pas parce que c'est clair que c'est pas ennuyeux, c'est très ennuyeux, mais voilà, donc il faut éviter d'avoir des conflits, mais donc en distribuant les tâches de façon logique. Mais des fois, on peut rien y faire, ça arrive. Mais on peut les résoudre très facilement. GitHub permet aussi de faire des README. Alors, donc, il y a une intégration totale du Markdown dans GitHub. Donc, le Markdown, c'est un petit langage, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est un petit langage où on écrit du texte et avec des petits codes très simples, on peut dire, bon, ça, ce sera un titre, ça, ce sera en gras, ça, ce sera un machin. On peut rajouter des images, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup les petits badges qui permettent de dire, bon, voilà, l'état ça c'est dans le cadre d'un package ou dans le cadre de n'importe quoi. On peut mettre effectivement un petit badge Creative Commons, tous ces trucs-là. GitHub permet donc aussi le concept de issues. Donc les issues, c'est comme un système de tickets pour dire il y a un bug dans le code. C'est complètement interfacé avec le code, donc on peut dire, voilà, si on dit il y a un problème à tel fichier, telle ligne, et ben en fait ça va mettre des petits liens qui vont dire, qui permettent d'aller tout de suite dans le code très très facilement. Si dans un commit je me dis resolve hashtag 33, ça, bah, mon ticket 33 va être fermé directement. Enfin, donc ça permet à des utilisateurs, donc des lecteurs de l'article ou des collaborateurs, de dire, bon, voilà, il y a un problème ici, alors qu'ils n'ont pas de droit en écriture dans le fichier. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune modération, donc ça peut assez rapidement devenir... enfin, si j'imagine ça comme une interface avec un article, je ferai pas ça sur un article sur les vaccins du Covid, par exemple, parce que ça sera la foire à la saucisse très très rapidement, c'est sûr et certain. Je sais pas dans quel cadre ça pourrait être modéré ou enfin, comment ça pourrait être fait, mais voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de repository GitHub où c'était devenu n'importe quoi dans les issues. Mais moi, j'ai un tout petit package, donc j'ai pas beaucoup. Le repo de RStudio, par exemple, je crois qu'ils ont 1600 issues ouverts. Donc, faut même pas compter ceux qui sont fermés. Vu qu'il y a des millions de personnes qui utilisent RStudio, voilà, ça peut monter très vite. Donc là, à ce moment-là, c'est des dimensions ça prend énormément de dimensions. Ça, c'est les issues. Ensuite, on a les pull requests. Alors, pull requests, c'est assez fou. C'est-à-dire que là, des gens, donc là, en l'occurrence, c'est Adley Wykeham, donc le meilleur programmeur R du monde, qui me dit, il y a un problème dans ton package, modifie la ligne 17, tu verras, ça ira mieux. Je fais OK, ça a modifié la ligne 17, j'ai rien fait. Voilà. C'est absolument magique. Voilà, donc bon là c'est un particulier, c'est parce que là c'est un package, il y a des gens qui vont l'utiliser, il y a des bugs. Dans un projet de recherche pure, ça n'a pas forcément d'impact, mais ça permet aussi de protéger comment dire, qu'il y ait une seule personne qui soit propriétaire du code. Donc là par exemple, si c'est mon projet de recherche, je vais pouvoir le partager à, par exemple, tout mon service. Tout le monde va pouvoir aller regarder comme ça rapidement et me dire, modifie ta ligne. Mais si chacun modifiait les lignes eux-mêmes, ça pourrait devenir un petit peu compliqué. Même si j'ai l'historique de qui a modifié quoi, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir ça de façon séparée. En plus, le système de pull request, donc là, je vous ai pas montré si je clique dessus ce qu'il y a dedans. Ça permet de faire des reviews et de dire, bon, voilà, OK, j'accepte la pull request, mais seulement si tu modifies ci, si tu modifies ça. Donc, c'est hyper puissant parce que ça sépare bien qui a le droit de faire quoi. Voilà, bon, les discussions, c'est sympa, j'ai jamais essayé vraiment, mais ça permet voilà, d'ouvrir les discussions au-delà d'une pull request pour des trucs qui sont plus généraux. Et les actions, c'est pareil, c'est de la magie. Donc, GitHub Actions, c'est GitHub qui met à disposition de tout le monde ses serveurs gratuitement pour faire
à peu près ce qu'on veut et dans des limites que j'ai pas testées, mais qui me paraissent assez folles quand on veut faire, par exemple, des études de simulation. J'ai ce projet un jour. Donc là, dans le cadre d'un package R, j'ai donc package down, donc c'est un package R qui prend toute la documentation de mon package, qui est en format markdown, et qui la refabrique à chaque fois que je fais une petite modification de mon code sans que j'aie à le faire moi-même. Ensuite, il y a page build deployment qui publie ça, transforme tout en un site HTML et le publie sur Internet. Je vous montrerai à quoi ça ressemble à côté, c'est un truc de fou, par rapport au fait que je n'ai rien fait moi-même. C'est surtout ça. R command check, donc dès que je fais une petite modification, ça fait tourner un truc de continuous integration qui vérifie que mon package est toujours bon pour le crâne et qui met à jour le petit badge pour savoir s'il est vert ou s'il est rouge dans mon README. Test coverage, ça permet de vérifier, ça fait retourner tous les tests et ça vérifie que chaque ligne de mon code est testée quelque part pour faire en sorte que si je modifie un truc et qu'en fait ça fait que ça introduit un bug, ça va me le dire tout de suite. Et update date version, ça fait juste que ça augmente la version la version de mon package de 0,1 à chaque fois que je fais un push. Voilà. Bon, tout ça est automatique, c'est GitHub qui paye tout. Et voilà. A priori, on pourrait faire ces simus sur GitHub parce qu'on a le droit à 6 heures par job, 35 heures par workflow d'affilée. Avec 20 jobs en parallèle, on peut faire un queue de 500 workflows, donc ils tourneront pas en parallèle, mais on peut les queuer. On peut faire des job matrix de 250, donc 2 puissance 8, variables binaires où on dit, bon voilà, fais ça selon tel ou tel paramètre. Et alors encore plus avec un compte pro, mais bon, je sais pas qui aurait besoin de ça. Donc voilà, j'ai bien envie d'essayer de voir voilà, les terms of application de GitHub disent que si vous abusez pas, c'est autorisé de faire ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai très envie de tester jusqu'où on peut aller sur ces trucs-là, parce que il y a des professionnels qui vont vraiment très très loin là-dessus, et qui ont des trucs qui sont enfin, quand on fait de la compilation en Java ou en C++, des fois c'est des très très grosses choses et tout est fait par GitHub. Donc voilà, en plus c'est gratos. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une de mes GitHub Actions qui publie la documentation. Donc ça c'est un site internet entier. Donc ça c'est les tableaux que fait mon package avec ce code R. Donc ça c'est juste un README en Markdown où j'ai écrit bon j'ai photoshopé un petit logo mais ça on s'en fiche. Ça c'est toutes les vignettes de mon package. Donc automatiquement il va y avoir ça va être transformé en fichier HTML avec comment dire, un site internet complètement. Tout est hébergé par GitHub, gratos. Il y a les références avec donc, du coup chaque fonction ça c'est le help de chaque fonction. Donc, tout est voilà. Bon ça c'est la magie du fichier package down, mais c'est aussi la magie de GitHub Page. Donc ça s'appelle GitHub Page. J'aurais dû appeler ça GitHub Page d'ailleurs comme slide. Euh, où on peut publier, enfin, comment c'est aussi une interface de hosting de site internet. Et donc là, ça c'est danchaltiel.github.io, parce que c'est sur le GitHub, sur le mien, quoi, /crosstab, parce que je suis dans le truc crosstab. Voilà. Et tout est automatisé, j'ai jamais eu à coder un microscopique bout de HTML. Voilà. Donc ça, c'est globalement tout ce qu'on peut faire avec GitHub. Je pourrais parler pendant à peu près 1 heure ou 2, hein, donc je m'arrête là. Hein. Il y a encore évidemment plein de questions ouvertes, dont une partie a été soulevée précédemment. Confidentialité des bases de données, RGPD, tout ça, bon ça je vais pas oser en parler après tout ce que Bruno a dit. La modération des issues, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut partir un peu en live. Je ne sais pas trop dans quelle mesure. Pour l'instant, GitHub c'est quand même pas vraiment utilisé à ces fins-là. Mais si demain, toutes les études et toutes les bases de données du CESP et de la France et du monde sont sur GitHub, eh ben, va y avoir tous les anti-vax tous les anti-sciences, ça va devenir un espèce de réseau social. Et voilà. Est-ce que voilà, je ne sais pas. Utiliser GitHub plutôt que GitLab, Framagit et compagnie. Alors, GitHub, c'est une boîte privée qui a été rachetée il n'y a pas très longtemps par Microsoft. Et GitHub a été utilisé pour créer le logiciel qu'on appelle Copilot,
que j'ai pas eu à utiliser moi-même, mais que j'aurais bien aimé, qui est une espèce d'intelligence artificielle du style de ChatGPT, qui écrit du code, mais j'ai vu des démos, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on écrit un commentaire, écris-moi un code qui fait ça, il écrit le code directement, mais des fois c'est du code. Même moi là, dernièrement j'ai demandé à ChatGPT, j'ai honte mais je l'admets, j'ai demandé à ChatGPT, écris-moi un code pour simuler les données en vieille boule selon deux paramètres scale et shape, avec une censure qui suivra aussi des paramètres scale et shape pour avoir une censure à la fin de 50%. Il m'a écrit le code. Bon, il était faux, mais non, la première fois, je lui ai dit, tu t'es trompé. Il m'a dit, ah oui, pardon, ma ligne 50, effectivement, elle est mauvaise. Il s'est corrigé. Et puis à la fin, j'avais un code qui marchait. A priori, Copilot, c'est 20 fois plus puissant. Donc, voilà. Tout ça, ça a été fait grâce aux données open de GitHub, qui d'ailleurs a été attaqué, Microsoft, parce qu'une grosse partie du code sur GitHub est en licence libre by SA, qui du coup interdit l'utilisation commerciale. GitHub Copilot, ça va être commercial. Il y a une partie du code qui est peut-être en private. Est-ce qu'ils ont utilisé ce code ou pas? Bah, on n'a aucune preuve. Bon, voilà. Est-ce que une solution indépendante va voir le jour? Est-ce que demain l'INSERM n'aura pas Git INSERM? Et du coup, tout sera sur INSERM. Alors, s'il y a INSERM Actions, j'y vais. Mais sinon, je reste sur GitHub. Je suis désolé. Voilà. Je voulais aussi vous parler rapidement de Software Heritage, donc qui est comment dire, une initiative qui vise à sauvegarder donc tout ce qui est code source de software en général. C'est une initiative très intéressante. Ça fait de la collecte massive sur GitHub. Ça permet donc l'âge pérenne des codes sources. Si demain GitHub périclite, bon, il y a peu de chance, hein, mais si demain GitHub n'existe plus, eh ben le code source sera quand même quelque part. Il y a pas mal d'autres initiatives que Software Heritage, hein, notamment sur des choses plus locales. Je sais qu'en R, nous on a R Universe, il y a le crâne évidemment, il y a plein de choses. J'imagine que dans d'autres langages il y a aussi plein de choses. C'est non exhaustif, donc c'est bien de s'inscrire pour s'assurer que son code est sauvegardé. J'ai noté le mien l'est déjà. Mais voilà. Donc merci de votre attention.